392 connectés. Là, on nous informe que vous êtes 392 à vous être connectés. Encore un petit effort, 400, ça me ferait bien plaisir. Il y a aussi des questions sur le replay. Alors effectivement, il y aura un replay pour ceux qui n'auront pas pu se connecter aujourd'hui. Et puis même, ne serait-ce que pour pouvoir revoir une intervention, l'approfondir, prendre des notes, etc. Donc il y aura un replay, on vous donnera des détails un tout petit peu plus tard. Autre chose ? Présentation du docteur Cauzon. C'est avec nous, qui va nous rejoindre D'accord. dans quelques secondes. Donc la dernière intervention de la matinée sera consacrée à la douleur dans les CMT. On en parlait tout à l'heure en disant que longtemps elle a été niée, elle existe malheureusement. Elle sera abordée sous un angle nouveau, cette douleur, par le docteur Grégoire Cauzon. Le docteur Grégoire Cauzon est un spécialiste en immunologie. Il est maître de conférence à la faculté de médecine de Lyon-Nord et praticien hospitalier des hôpitaux de Lyon. Il a écrit ou coécrit plusieurs ouvrages sur la fatigue, dont Stop à la fatigue et Fatigue chronique, et même un livre de recettes, La table des intolérants. Mais ça a un rapport avec la fatigue. J'ai eu le plaisir personnellement d'assister à une de ses interventions lors d'un colloque de l'ASFC, l'Association française du syndrome de fatigue chronique. Et je pense qu'il était tout indiqué pour venir nous entretenir d'un lien mal connu, celui du rôle de notre microbiote dans la fatigue et la douleur. Donc je rappelle que ce sont les deux premières et plus importantes plaintes des personnes souffrant de CMT, la fatigue, la douleur. N'est-ce pas ? Absolument, mon cher Daniel. Et nous avons aujourd'hui vraiment le grand plaisir d'accueillir l'un des rares spécialistes français du syndrome de fatigue chronique. Donc merci, docteur, de donner toute sa place à un sujet qui demeure mal connu, y compris donc malheureusement parfois par le corps médical. Et merci également de nous donner de nouvelles pistes et de nouveaux moyens d'action en évoquant le rôle du microbiote. Mais j'ai peut-être une première question. Le microbiote, c'est quoi exactement ? Je vous passe tout de suite la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, le microbiote, en fait, ça correspond à l'ensemble des bactéries, virus et parasites d'ailleurs aussi, qui sont présents dans votre intestin, mais aussi d'ailleurs au niveau de la bouche, au niveau du nez, au niveau de la peau. Le microbiote, c'est l'ensemble des germes que l'on a, qui correspondent pratiquement à un organe supplémentaire par rapport à notre organe biologique. On a 150 fois plus de gènes d'origine microbiotique que de gènes humains dans notre organisme. Voilà, donc, diapositive suivante. Simplement, donc, je n'ai pas trop de conflits d'intérêt, j'ai fait quelques conférences pour le laboratoire L'Escuyer. Diapositive suivante. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, je vais essayer de vous parler donc, de douleur, fatigue et microbiote dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, en sachant que en faisant la revue de la littérature, j'ai eu la difficulté à trouver des articles. J'en ai même certains que je n'ai trouvé pratiquement qu'aujourd'hui parce que tout n'était pas clairement facile à trouver sur PubMed. Et donc, je rappelle simplement donc, que la CMT est une neuropathie héréditaire motrice et sensorielle. On nous a dit ce matin qu'il y avait plus de 90 gènes différents qui pouvaient être anormaux, et que les symptômes sensoriels qui étaient les plus fréquemment décrits dans la littérature sont la perte de sensibilité vibratoire, la perte de sensibilité proprioceptive, la perte de sensibilité au chaud et au froid et à la douleur. Et la douleur est souvent présente, mais rarement décrite dans les caractéristiques de la maladie. Et donc, j'ai regardé un petit peu, et donc sur la diapositive suivante, les douleurs les douleurs chez l'adulte, il y a une étude niçoise qui avait étudié 50 patients qui remonte à 2012 et qui avait quand même remarqué que la douleur était présente dans plus de 64% des cas et depuis très longtemps, puisqu'en moyenne ça restait plus de 140 mois, que l'échelle visuelle analogique montrait une douleur moyenne à 5,5, en sachant que l'échelle est entre 0 et 10, donc il n'y avait pas une très forte douleur, et que cette douleur était essentiellement une douleur neuromusculaire. Un autre critère qui est un moyen pour les neurologues de mesurer en fait les douleurs neuropathiques, c'est le TN4. Il était supérieur à 4 dans près de 41% des cas. Et ce que les patients retrouvaient le plus souvent, décrivaient le plus souvent, c'était des brûlures, vous voyez, dans 75%. Des syndromes, des décharges électriques, des fourmillements, des picotements. Donc,
pas des douleurs intenses, mais des douleurs présentes. On voyait aussi, par contre, beaucoup plus une hypoesthésie, c'est-à-dire une moindre sensibilité au tact, une moindre sensibilité à la piqûre. Et par contre, dans 7% des cas seulement, il y avait une douleur au frottement, c'est-à-dire que le frottement, quand on touchait un membre ou la peau des patients, c'était douloureux. Donc la diapositive suivante, où j'ai essayé de retrouver aussi, diapositive suivante, chez l'enfant. Donc chez l'enfant, diapositive suivante, merci. Il y a une étude américaine qui a été faite sur 176 enfants qui avait montré là aussi que la prévalence était très importante puisque dans près de 85% des cas, il existait une douleur qui était rapportée soit par l'enfant lui-même, soit par les parents. Donc ici, c'était le point de vue des parents. Hein. Donc la douleur était cotée entre 0 et 5. 0, c'est pas de douleur, donc c'était 23 patients sur 176. Et donc, il y en avait donc 85% qui avaient une douleur entre 1 et 5. Mais vous voyez que essentiellement, la plupart des enfants avaient une douleur relativement faible à un niveau 1 ou 2 et très rarement au niveau 5. Donc, la moyenne était aux alentours de 1,8. Donc, c'était des douleurs, mais non invalidantes pour la plupart du temps. Alors, avant de parler peut-être de cette douleur et cette fatigue inexpliquée, donc sur la fatigue, là j'ai retrouvé des arguments un peu plus récents qui montrent que, en fait, la fatigue, elle est présente dans 43 à 64% des études publiées où les chercheurs ont recherché la fatigue. Par contre, quand on pose la question aux patients CMT, en fait, la fatigue est présente en 90 à 95% des cas. Donc, c'est très, très fréquent. Ce n'est pas toujours recherché dans les études, parce que les études sont des études, j'allais dire, qui se veulent très scientifiques, qui vont regarder beaucoup plus les problèmes neurologiques et les problèmes génétiques, mais par contre, sur la fatigue, on en parle un peu moins. Un autre problème qui est aussi peu abordé, que je n'ai trouvé que sur une publication qui faisait le reflet des sensations des patients, c'est les troubles digestifs. Les troubles digestifs, on n'en parle pas dans la littérature habituelle du CMT. Par contre, elle est présente dans 50 à 60% quand ce sont les patients eux-mêmes qui rapportent en fait les troubles digestifs. Alors donc moi, depuis 25 ans, je m'intéresse en fait aux douleurs et aux fatigues chroniques qui sont totalement inexpliquées. Alors au départ, ça a été avec l'encéphalomyélite myalgique, c'est-à-dire le syndrome de fatigue chronique. En fait, c'est un syndrome d'épuisement chronique. Ce sont des gens qui sont épuisés très facilement depuis plus de 6 mois. Pour être chronique, il faut que ce soit plus de 6 mois. Donc, c'est des patients, pour certains, qui ne peuvent même pas sortir de leur lit et qui font, pour certains, des malaises post-effort très importants qui va les tenir alités pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques mois, après un effort qui est relativement minime. Ils savent à peu près ce qu'ils sont capables de faire, et dès qu'ils dépassent une certaine activité, qu'elle soit musculaire ou intellectuelle d'ailleurs, ces patients ont des crashs qui les tiennent hors de l'activité normale, parfois pendant très longtemps. La fibromyalgie, c'est une autre pathologie qui est souvent associée d'ailleurs au syndrome de fatigue chronique, je vais vous le montrer dans un instant, où on va retrouver essentiellement des douleurs un peu diffuses, des douleurs à certains points très précis. Il y a 18 points de fibromyalgie et il en faut 11 sur 18 pour pouvoir parler de fibromyalgie sur la première définition de la fibromyalgie qui date de 1990. Et puis une autre pathologie qui est très fréquente, c'est le syndrome du côlon irritable. Le syndrome du côlon irritable qui va associer donc des troubles digestifs, de ballonnement, de diarrhée, de constipation, qui est très fréquente puisqu'on considère que c'est pratiquement 7 à 20% de la population française qui peut être atteint à un degré divers de ce syndrome du côlon irritable. Et puis on a d'autres maladies qu'on appelle parfois des maladies invisibles parce qu'en fait il n'existe rien sur le plan biologique, mais par contre les patients se plaignent souvent de beaucoup de choses. La diapositive suivante vous montre
une revue qui est sortie dans Lancet, une des plus grandes revues internationales de médecine, en 2007, et qui recensait en fait une vingtaine de syndromes dans lesquels on retrouve en fait qui sont dits fonctionnels, sans modèle physiopathogénique, c'est-à-dire qu'on n'a pas la cause exacte de la maladie. Alors on retrouvait, vous voyez en haut, on retrouvait déjà le syndrome du côlon irritable, le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie, mais aussi la sensibilité aux produits chimiques. On retrouve les syndromes prémenstruels, les céphalées de tension. Il existe en fait des tas de syndromes, c'est-à-dire des maladies pour lesquelles on n'a pas de cause connue, et donc on va parler de syndrome fonctionnel somatique. La diapositive suivante, qui rapporte en fait un papier qui est un peu plus ancien, où Jun montrait en fait qu'il plaçait au centre en fait la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique, et que autour de ces deux pathologies, il y avait une auréole, une couronne de pathologies qui était à cheval avec cette fibromyalgie ou syndrome de fatigue chronique, et on retrouve différentes pathologies comme les disjonctions mandibulaires, comme la sensibilité aux chimiques dont j'ai déjà parlé, le syndrome du côlon ou de la vessie irritable aussi, même des valvulopathies au niveau de la valve mitrale du cœur. On retrouve la maladie des jambes sans repos, les dysménorrhées, donc les troubles en fait des règles chez les femmes, l'endométriose, les douleurs au niveau vulvaire chez la femme. Donc on retrouve beaucoup de pathologies qui sont souvent associées à la fibromyalgie, au syndrome de fatigue chronique. En fait, sur la diapositive suivante, sur les pathologies que j'ai étudiées donc depuis 25 ans, il y a un très grand recoupement entre la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable qui est le plus fréquent, et le syndrome de fatigue chronique. Le maître mot entre ces trois syndromes est la fatigue, mais on va retrouver la douleur et on va retrouver les troubles digestifs. La diapositive suivante vous montre simplement, donc c'était une étude que j'ai faite en fait sur Lyon avec le docteur Brunet entre 2006 et 2009, où on a pu, diapositive suivante, étudier en fait plus de 700 patients qui nous étaient adressés soit pour de la fatigue chronique, soit pour la fibromyalgie. Et quand on regardait les critères mineurs de syndrome de fatigue chronique, il y a 8 critères mineurs de syndrome de fatigue chronique qui sont ici en abscisse sur le schéma, et qu'on regardait s'il y avait une relation avec le nombre de points de fibromyalgie en ordonnée, on s'aperçoit qu'il y a une relation qui est linéaire, et avec, pour les statisticiens, petit p qui est très hautement significatif. Et donc, sur cette cohorte de patients, il y avait une très bonne corrélation entre les signes de fibromyalgie et les signes de syndrome de fatigue chronique. Alors, si on classait, suivant les définitions, ces différents patients, il y avait 181 patients qui avaient tous les critères pour faire de la fibromyalgie typique. Il y en avait 441 qui avaient des critères pour faire un syndrome de fatigue chronique, et on en avait 82 qui avaient un syndrome et une fibroscopie et une fibromyalgie incomplète. Sur la diapositive suivante, on voit qu'il y a une relation en fait entre le score intestinal en abscisse, il y a un petit score qui est entre 0 et 25, et en ordonnée, le nombre de points de fibromyalgie. Et on s'aperçoit que plus on a de points de fibromyalgie, plus on a des troubles digestifs, ou inversement, plus on a de troubles digestifs, plus on a de points de fibromyalgie. Donc il existe là aussi une relation entre les troubles digestifs et les douleurs ressenties par les patients. Diapositive suivante vous montre la relation aussi avec les dépressions. Alors, on dit souvent ça se tient tout dans la tête pour ces patients, ce qu'ils n'aiment pas du tout parce qu'ils ne se sentent pas dépressifs. En fait, ils sont très rarement dépressifs. Et pour mesurer ça, moi qui ne suis pas psychiatre, j'utilise simplement une échelle qui s'appelle l'échelle de Beck,
qui est ici en ordonnée, hein, et on commence à parler de dépression relativement importante à partir de 15 sur 39 et sévère à partir de 20. Et donc on voit que la majorité des patients qui sont ici sur le graphe ont une valeur qui est inférieure à 15 et donc ne sont pas dépressifs. Par contre, quand on regarde le niveau de leur échelle de Beck en corrélation avec le score intestinal, on s'aperçoit que plus ils ont un score intestinal important, plus ils ont en fait un score de Beck qui est élevé. Comme si là aussi, il y avait une relation importante entre les troubles intestinaux et les critères de douleur de ces patients. Sur la diapositive suivante, se pose la question, donc, quelles sont les relations? Est-ce que c'est la douleur qui entraîne et la fatigue qui entraînent la dépression? Est-ce que c'est cette dépression qui est capable d'induire les troubles digestifs? Est-ce que les troubles digestifs peuvent induire en fait une inflammation en bas bruit qu'on verra un peu tout à l'heure? Et est-ce que cette inflammation est la cause des douleurs? Ou, diapositive suivante, est-ce que c'est pas dans l'autre sens que ça fonctionne? Hein? Ou, diapositive suivante, en fait, il existe une interrelation importante entre tous ces symptômes, sans qu'on sache ni où ça commence, ni où ça se termine. On a l'impression d'avoir une sorte de cercle vicieux qui est présent et où un symptôme en entraîne un autre et où on a peut-être quelque chose qui est un cercle vicieux que je vous présenterai tout à l'heure. La diapositive suivante vous montre en fait les hypothèses que nous avions commencé à proposer sur l'origine donc du syndrome de fatigue chronique et de la fibromyalgie. Cette diapositive remonte maintenant à pratiquement plus de 20 ans. Alors, il y avait une hypothèse qui disait que c'était multifactoriel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule cause, mais plusieurs causes. Alors, on retrouvait très souvent le stress, l'anxiété, les troubles métaboliques, avec quelques anomalies au niveau du glucose, parfois au niveau du magnésium, l'hypoxie, c'est-à-dire un peu moins d'oxygène dans le sang des patients, les mécanismes d'anaérobie, c'est-à-dire des gens qui ventilaient mal et travaillaient en anaérobie, c'est-à-dire que le muscle produisait beaucoup d'acide lactique, ce qui donne beaucoup de douleur en fait. On avait évoqué aussi des anomalies endocriniennes. Il y a eu quelques papiers qui ont montré qu'il y avait un déficit en hormones surrénaliennes. Ça n'a pas été confirmé par la suite. On a aussi retrouvé assez souvent des allergies classiques chez pratiquement plus de 50% des patients que nous voyons avec le docteur Brunet. Et donc, en fait, tous ces diagnostics-là, toutes ces causes-là sont des diagnostics d'élimination parce que pour parler de syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie, il faut avoir éliminé toutes les autres pathologies que l'on connaît en médecine. C'est pour ça que c'est souvent compliqué de faire le diagnostic de ces deux pathologies. Et puis en fait, on se posait la question du rôle d'antigènes microbiens, alors pour plusieurs raisons. D'une part parce que ce syndrome de fatigue chronique ressemblait un peu à ce qu'on appelait autrefois la brucellose chronique. On parlait de patraquerie bruxellienne, du temps où il existait de la brucellose dans les élevages en France, et donc depuis maintenant 1985 à peu près, on voit pratiquement plus de brucellose. Donc, mais il y avait quand même une certaine homologie. Ces patients qui ont une brucellose chronique font une fatigue qui est chronique en permanence. Il y a une homologie aussi avec la maladie de Lyme, là, par contre, qui a été définie beaucoup plus récemment, puisqu'on a décrit cette maladie de Lyme à partir des années 1990-2000. On retrouvait aussi chez ces patients très souvent une pharyngite. Ces patients étaient très souvent avaient mal à la gorge, parfois avec une angine ou simplement avec une gorge un peu rouge très fréquemment. Et c'est un des critères d'ailleurs mineurs du syndrome de fatigue chronique, c'est la présence d'une pharyngite. Et puis ce qui avait surtout intéressé le docteur Brunet, c'est qu'il voyait une exacerbation des symptômes de ces patients quand il faisait un test cutané avec un extrait de Candida albicans. Le docteur Brunet est un allergologue et donc il faisait un test sur la peau, il s'apercevait que les gens avaient plus de fatigue, plus de troubles digestifs, non pas tout de suite comme dans une hypersensibilité immédiate, mais au bout de 48 heures, et il retrouvait ça dans près de 57% des cas, et donc ça l'avait étonné. Et moi, pour l'immunologie, c'est une immunité retardée, et donc la diapositive suivante, nous avons donc exploré avec un test in vitro, la réactivité lymphocytaire au Candida albicans et au staphylocoque doré. Alors, on avait pour mesurer ça un marqueur de
d'activation, qui est une molécule qui s'appelle le CD69, qui est en ordonnée de mes graphes. En bleu, vous avez les sujets témoins. Donc, sur le graphe de gauche, c'est en l'absence de stimulation. En fait, il n'y avait pas de différence entre les sujets témoins en bleu et les sujets qui avaient soit tous les critères de syndrome de fatigue chronique en vert, soit qui avaient des critères insuffisants en rouge. Il n'y avait pas de différence. Par contre, en présence soit de Candida albicans, soit d'antigènes de staphylocoque doré, en fait, les patients ont une augmentation de la réponse à 24 heures à ces antigènes microbiens par rapport au sujet témoin qui augmente à peine de 0,5 à 0,8%, alors que chez les patients, ça augmente très souvent au-dessus de 1 à 2%. Diapositive suivante nous montre en fait que sur la première étude qu'on avait faite, il y avait 56,6% de patients qui réagissaient à Candida albicans, ce qui correspondait tout à fait à ce qu'on trouvait avec le test cutané. Il y en avait 48% qui réagissaient au staphylocoque doré, et à l'une ou l'autre de ces micro-organismes, il y avait plus de 2 tiers des patients qui réagissaient, qui avaient une réactivité anormale à ces patients. Donc la diapositive suivante vous remonte sur simplement, on va passer très rapidement sur la diapositive suivante qui a été faite donc sur la population des 700 patients que je vous ai présenté tout à l'heure. On retrouve en fait cette réactivité anormale au Candida albicans et au staphylocoque doré. Alors la diapositive suivante vous dit que dans la littérature, on retrouve aussi des signes d'activation lymphocytaire avec une augmentation de certaines cytokines. Les cytokines sont les médiateurs qui sont produits par les lymphocytes activés. On retrouve une augmentation de l'interleukine 12, du TNF et de l'interféron gamma, qui sont les cytokines pro-inflammatoires qu'on trouve souvent dans les maladies inflammatoires. Diapositive suivante. En fait, je vous présente très rapidement oui, l'interféron donne de la fatigue, c'est connu. Hein. Quand vous avez la grippe, c'est l'interféron qui donne un syndrome grippal. On retrouve ce syndrome grippal dans les maladies inflammatoires chroniques. Et enfin, quand on traite des patients avec de l'interféron, c'était autrefois avec l'hépatite C, c'est dans la sclérose en plaques ou dans certains cancers, on induit dans 50% des cas des fatigues très sévères et même des dépressions sévères dans plus de 50% des cas. Diapositive suivante. Donc, je vais passer très rapidement. En fait, cette interférence et ces cytokines TH1 activent ce qui est marqué IDO, c'est l'indolamideoxygénase qui va dégrader le tryptophane pour fabriquer de l'acide quinolinique. Sur la diapositive suivante, je vais passer rapidement pour ne pas prendre tout le temps. Diapositive suivante va vous montrer un petit peu l'hypothèse que j'ai actuellement donc, de cette pathologie. Donc, on a des lymphocytes T, donc ces lymphocytes qui sont dérivés du thymus, qui sont soit sensibles, donc qui sont ici à droite, qui sont soit sensibles au Candida albicans ou au staphylocoque, des micro-organismes que normalement on n'a pas au niveau de nos muqueuses, de la bouche, du nez ou du tube digestif, mais qui sont présents dès qu'il y a une dysbiose, dès qu'il y a un déséquilibre de la flore intestinale, un déséquilibre du microbiote. Et dès qu'il y a déséquilibre de ce microbiote, en fait, les lymphocytes T vont se mettre à fabriquer cet interféron, ce qui va donner un syndrome grippal, de la fatigue et des courbatures. Et pourquoi ? Parce que simplement, l'interféron, ça active 2 enzymes, l'IDO et la NOSI, la NO-synthase inductible. Ces 2 enzymes vont faire produire en cascade les 2 substances qui sont en rouge, qui sont l'acide quinolinique et le peroxynitrite. Et ces 2 substances vont agir en fait sur un récepteur très particulier qui est sur le trajet des nerfs, au niveau des synapses, dans le relais entre les différents neurones, le récepteur NMDA, qui est un filtre normalement de toutes nos sensations. Alors, on a tous un petit peu de fatigue, on a tous un petit peu de tendinite ou de douleur, mais normalement, lorsque le signal est faible, avant de remonter au cerveau, il est filtré par ce récepteur NMDA. Sauf que lorsqu'il y a cet acide quinolinique ou le peroxynitrite, ça ouvre le filtre et toutes les petites sensations deviennent très douloureuses. Je dis souvent aux patients, c'est un peu comme une sono qui est tournée au maximum. On a beau chuchoter dans le micro, ça hurle dans les oreilles à l'arrivée. Alors l'autre chose qui intervient aussi, c'est que l'indolamideoxygénase, cette hormone IDO, dégrade le tryptophane, et quand il y a moins de tryptophane, il y a moins de sérotonine et de mélatonine. Moins de sérotonine, c'est plus de douleur, d'anxiété, voire même de dépression, et moins de mélatonine, c'est les troubles du sommeil. La diapositive suivante pose
Donc un peu le schéma un peu général que je retrouve, c'est que donc le syndrome de fatigue chronique ou la fibromyalgie associe des douleurs, de la fatigue, des troubles neurocognitifs, des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression. Mais en fait, tout ça, ça induit entre autres l'anxiété et la dépression, des modifications au niveau de l'intestin, une dysbiose qui va être responsable de la colopathie fonctionnelle avec une hyperperméabilité intestinale et une intolérance alimentaire. Et surtout, cette dysbiose va stimuler en fait le système immunitaire qui est présent dans le tube digestif, produire des cytokines, et ces cytokines vont être responsables des troubles neurologiques dont je vous ai déjà parlé. Donc on a quelque chose qui est un cercle vicieux. La diapositive suivante vous montre en fait les trois grands systèmes qui sont interdépendants, le système nerveux qui est au niveau de notre cerveau, le système digestif et le système immunitaire. Alors le système immunitaire, il est diffus, 80% du système immunitaire est au niveau du système digestif, mais il se trouve aussi partout dans l'organisme pour nous défendre. Et en fait, il y a une communication permanente entre ces trois systèmes, par les neuromédiateurs, par le microbiote et par les cytokines. La diapositive suivante vous montre que dans un certain nombre de cas, on peut rentrer dans ce cercle, et ce cercle qui peut devenir un cercle vicieux par différents systèmes. Donc on peut rentrer, s'il y a une stimulation du système nerveux central, c'est la fatigue, le stress, le burn-out, un syndrome grippal qui va en fait nous stimuler, qui va entraîner des neuromédiateurs qui vont modifier le système digestif, mais on peut rentrer dans le cercle vicieux par une stimulation du système digestif, par des infections gastro-intestinales, par une alimentation qui est anormale, par un côlon irritable, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Au moment du cycle hormonal, chez la femme, il y a aussi des modifications du microbiote. Le microbiote anormal va se traduire par une dysbiose. Et on peut rentrer aussi dans le cercle vicieux au niveau du système immunitaire, soit parce qu'on a une stimulation du système immunitaire, lorsqu'on a une infection, lorsqu'on a une vaccination, un traumatisme, etc. Et là, on va avoir un excès d'interférons et on va se retrouver dans le cercle vicieux. La diapositive suivante, voilà, vous dit que les conséquences de rentrer dans ce cercle vicieux, on va avoir toutes ces maladies. Alors, si on prend sur la gauche, au niveau du système immunitaire, c'est toutes les maladies inflammatoires ou les maladies auto-immunes, qui sont des maladies que connaissent les immunologistes. Mais lorsqu'on va avoir ces anomalies avec des cytokines, ça va faire le lit des maladies somatoformes, dont on a parlé tout à l'heure, des maladies fonctionnelles, somatiques, et des maladies neurologiques. On sait par exemple que la sclérose en plaques est liée en fait à une dégradation de la myéline par les cellules du système immunitaire. Dès qu'il y a une anomalie du système immunitaire, il y a une plus grande sensibilité au stress, il y a une anxiété, il y a des dépressions, il y a même dans certaines parfois des schizophrénies, et d'autres, la maladie d'Alzheimer est aussi liée vraisemblablement à une anomalie du système immunitaire. Dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, je n'ai pas trouvé dans la littérature quelque chose qui me permettait de dire qu'il y avait une anomalie induite par le système immunitaire, mais la question, je pense, est quand même posée. Et puis, dans les anomalies du système digestif, on va retrouver donc, toutes les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, Crohn et rectocolite hémorragique, la maladie cœliaque ou le côlon irritable. La diapositive suivante essaye de vous montrer donc quels sont les moyens de prise en charge thérapeutique de ces anomalies. Alors, la première et la plus importante pour moi, c'est l'équilibration des flores muqueuses, ORL et digestives. ORL, si jamais il y a un portage de staphylocoque doré, il va falloir traiter localement, si possible sans antibiotiques par voie générale, parce que sinon on va dégrader encore plus le microbiote intestinal. Donc on traite localement avec une pommade locale quand il y a du staphylocoque doré. Et puis on va traiter la présence souvent de levures, de Candida albicans dans la bouche, dans le tube digestif, dans la sphère gynécologique, avec avec une alimentation particulière dont vous parlera le docteur Arndt cet après-midi. Je ne vais pas entrer, donc en gros les choses importantes, c'est de ne pas apporter de levure vivante, de ne pas nourrir les levures qui sont déjà présentes avec du sucre et de la farine de blé, et troisièmement, apporter des bonnes bactéries qu'on appelle des probiotiques, les lactobacilles, les bifidobactéries. Le deuxième axe, c'est d'essayer de travailler sur le système immunitaire, essayer une immunomodulation. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'outils.
Les seuls outils que j'ai actuellement, c'est la silimarine, qui est en fait un extrait de chardon-marie qui diminue la production d'interférons dans près de la moitié des cas et améliore les patients quand même 1 fois sur 2. Et puis il y a l'homéopathie qui va tester un peu comme une désensibilisation, qui va tester certaines dilutions qui vont aggraver mais qui vont nous permettre de faire le diagnostic, et des dilutions qui vont améliorer le patient, ce que recherche le patient en général quand il recherche un traitement. Et donc ça va nous servir à la fois pour faire le diagnostic et le traitement de ces patients. Et puis, il faut toujours traiter l'anxiété, la fatigue et les douleurs de ces patients. Alors, l'anxiété, il y a différentes techniques qui essayent effectivement de mieux maîtriser l'anxiété, soit des techniques neurocognitives. Pour la fatigue, actuellement, j'essaye de travailler aussi un petit peu sur les fonctions mitochondriales dont on a entendu parler ce matin. J'ai quelques compléments alimentaires actuellement qui semblent assez intéressants, mais je n'ai pas d'essai en double aveugle malheureusement pour l'instant, et les compagnies sont un petit peu frileuses à faire des essais car ce ne sont pas des grandes compagnies pharmaceutiques. Sur la douleur, malheureusement, les antidouleurs habituels de la fibromyalgie ou du syndrome de fatigue chronique, les antidouleurs marchent assez mal. Voilà, diapositive suivante. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été juste dans les temps. Je vous souhaite un bon appétit pour dans un moment. Merci docteur, c'était passionnant votre approche de la douleur dans la CMT. Vous avez fait des recherches qui confortent nos appréhensions, si je peux dire. Nous avions, nous, d'une façon empirique, procédé à des sondages auprès de nos adhérents pour savoir quelles étaient les premières plaintes, les choses dont ils se plaignaient le plus fréquemment. Et en tête, c'était la douleur et la fatigue. Je dois dire à propos de la fatigue que je ne suis pas certain que ça soit de la fatigue chronique. Je pense plutôt que ça soit, comme on dit nous-mêmes, de la fatigabilité. C'est-à-dire, quand on a la CMT, on n'est pas en permanence fatigué, mais on a des soudains, comme on appelle ça, des coups de pompe, une baisse de tonus, et on se retrouve vraiment avoir besoin de se reposer alors qu'on vient de passer une nuit entière complète en dormant a priori bien. Et c'est très invalidant. Très invalidant parce que l'entourage, généralement, ne comprend pas pourquoi on traîne, pourquoi on n'arrive pas à suivre quand on marche dans la rue, pourquoi on se sent fatigué, qu'on a l'air fatigué. Et c'est un domaine qu'on aimerait bien pouvoir explorer. Mais votre approche est passionnante. Oui, pardon. Oui, c'est tout à fait ce qu'on voit chez certains patients. Il y a certains patients qui me disent qu'ils sont capables de faire un 100 mètres pour courir, pour sauver quelqu'un, mais après, ils en auront pour plusieurs jours à se remettre. Tout à fait. Si tu n'es pas sur capacité, ils se retrouvent en fait en crash. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur. On aura le plaisir. Et ça ressemble aussi un peu à la fatigue qu'on voit actuellement en post-Covid. Oui. C'est peut-être ce qui va permettre de faire des progrès effectivement dans cette pathologie, parce que pour l'instant, c'est une pathologie qui est méconnue par la plupart des gens, qui est même pas reconnue. On dit que c'est tout dans la tête que ça se tient, alors que je pense qu'il y a autre chose que la tête. C'est facile. Et entre parenthèses, on parlait aussi vous avez parlé des traitements contre la douleur. On a un gros problème dans la CMT, c'est que la plupart des médicaments antidouleurs qui sont prescrits par les médecins sont délétères pour la CMT. Soit parce qu'ils le sont pour les muscles, soit parce qu'ils le sont pour l'humeur, soit parce qu'ils le sont pour d'autres raisons. Et on est très souvent questionné sur les réseaux par des personnes atteintes de CMT qui nous demandent notre avis sur un médicament qu'on vient de leur prescrire. Et on est désarmé, effectivement. Je pense que c'est un peu le même combat. Pour l'instant, ça n'a pas été abordé du côté du microbiote intestinal, mais je pense qu'il y a quelque chose de très important aussi pour vous à travailler. C'est vrai que moi, la CMT, j'en avais entendu parler pendant mes études, mais bon, c'était très très loin de mes préoccupations. Je n'ai pas de patient CMT dans ma patientèle, qui est pourtant fort nombreuse. Oui, mais de toute façon, l'aspect microbiotique, si je peux dire, de votre exposé va être approfondi par Frédéric Arndt van Kemmel tout à l'heure. Et je dois dire que c'est grâce à elle que nous avons fait votre connaissance. C'est elle qui nous avait suggéré de vous faire intervenir dans un de nos congrès. Donc vous pourrez la remercier ou je sais pas, ou la féliciter. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Et à tout à l'heure pour la table ronde. Pour la table ronde, tout à fait. Merci, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci, docteur. Merci, Daniel. Avant de vous souhaiter donc un bon appétit, vous signalez, si vous ne l'avez pas remarqué, qu'un nouveau sondage a été mis en ligne. Donc, nous comptons bien évidemment sur vous pour répondre à la question. Nous reprenons nos travaux donc à 13h30 avec une présentation sur la nutrition, comme Daniel et le docteur Cauzon viennent de l'évoquer, avec le docteur Frédéric Arndt van Kemmel. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, un très bon appétit et à vous dire à tout à l'heure à 13h30. Merci Hélène.